Bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. La rencontre Macky Sall, Abdoulaye Wade actée pour ce samedi. Le chef de l'État et son prédécesseur vont sceller le retrouvaille après Massalikul Jinan. Thierno Alassane Sall dénonce les compromis qui minent le fonctionnement de la justice sénégalaise. Vous l'entendrez dans ce journal. Les précisions de Maître Baba Diop sur l'affaire des 94 milliards. Aucune poursuite pénale n'est encore déclenchée. L'avocat à la Cour estime que le leader de PASTEF est juste allé confirmer sa plainte et payer la consignation. Les députés de l'Assemblée nationale se penchent à l'instant sur cette affaire à huis clos. Les hommages de la nation au capitaine Elhadji Moussa Thiam, le pilote de l'hélicoptère qui s'est crashé en Centrafrique, a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion à titre posthume. Et puis le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, a eu cette distinction grâce à son œuvre. Il a mis fin à 2 décennies de guerre contre l'Érythrée qui a fait plus de 60 000 morts. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Maître Abdoulaye Wade a accepté de répondre favorablement à l'invitation du président Macky Sall. Le secrétaire général national du PDS sera reçu ce samedi à 17h par son successeur au Palais de la République. L'information donnée par le Parti démocratique sénégalais sous la forme d'un communiqué. Et puis le président de la République qui est en ce moment même à Touba. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Pape Djibril Fall pour les détails. Mais en attendant, le président de la République des Valeurs, lui, est contre ces amnisties soulevées avec les retrouvailles Wade et Macky et la libération de Khalifa Sall. Pour lui, il faut une justice équitable, sans compromis. Il est au micro de nos envois spéciaux à Touba, à Pape Faraning et Didi Yémé. Si les hommes politiques à qui il s'est adressé ont compris le sens du message, c'est plutôt que de penser à s'octroyer des blancs-seings à travers une loi d'amnistie, c'est d'agir en conformité avec l'enseignement de Seigne Mountakha et des autres hommes religieux et de l'islam de manière générale ou des autres religions. C'est de cesser de prendre l'argent des Sénégalais comme leur propre bien. C'est de juger les Sénégalais comme ils auraient aimé qu'on les juge. C'est d'assurer la sécurité des Sénégalais comme on assure la leur. C'est de faire en sorte que les enfants qui doivent aller à l'école, qui veulent aller à l'école, puissent aller à l'école. Mais on sait très bien que l'ouverture des classes se passe dans des conditions très désastreuses. Alors, si on continue de faire ainsi, dans 5 ans, il faudra encore réconcilier d'autres hommes politiques. Et dans 10 ans, il faudra encore réconcilier d'autres hommes politiques. Parce que tant qu'il y a l'injustice, et tant qu'on prendra nos ressources, en particulier les ressources naturelles, et qu'on croira qu'on peut s'en approprier, et après obtenir des prières pour les effacer, on se trompe. Nous restons à Touba avec Pape Djibril Fall qui est en ligne avec nous. Pape Djibril, bonsoir. Bonsoir, Chétidiane. Alors, Pape Djibril, le président de la République est à Touba. Il a abordé beaucoup de questions et parmi elles, ses retrouvailles avec Maître Abdoulaye Wade. Oui, en réalité, ce qu'il faut faire remarquer, comme à l'accoutumée, le président de la République a effectivement sacrifié à la tradition en venant à Touba, ici, en prélude au Magal de Touba du 18 Safar. Une visite au pas de charge. Et la particularité de cette visite, évidemment, c'est la visite, il est parti constater les travaux de l'université Cheikh Ahmadou Bamba et il n'a pas manqué de faire remarquer son émerveillement par rapport à la célérité des travaux et il n'a pas aussi manqué de dire que c'est ça qu'il veut. Et au niveau du gouvernement et au niveau des projets de l'État, c'est-à-dire du fast track.
Et après cette visite, il a effectivement participé à la prière, pris part à la prière du vendredi en compagnie de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir. Et après cela, une cérémonie officielle a été organisée où il n'a pas aussi manqué d'exhorter les services de l'État directement concernés par le Magal de Touba de tout faire pour être à la hauteur des attentes. Il a aussi pris des engagements par rapport à l'électrification de Touba, notamment par rapport à son extension, mais aussi et surtout par rapport à l'assainissement qui reste quand même un véritable chantier pour Touba. Cheikh Tidiane. Alors merci à vous Pape Djibril Fall. Les temps forts donc du Grand Magal de Touba, c'est à suivre sur les antennes du groupe Futur Média. Aucune poursuite pénale n'est encore déclenchée sur l'affaire des 94 milliards. Ce sont les précisions de Maître Baba Diop, avocat à la Cour. Il estime que le leader de PASTEF est juste allé confirmer sa plainte et payer la consignation. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba et Mohamed Dian. Je pense qu'il serait intéressant de savoir quel était l'objet de cette rencontre. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le doyen des juges est une institution. Il est au service de la justice, mais il est également au service de la République du Sénégal et des Sénégalais. Mais ce qu'il faut dire, peut-être sans risque de se tromper, c'est qu'il est clair qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile au niveau du doyen des juges d'instruction. Et le premier acte qui doit être posé par le doyen, justement, c'est de d'appeler la personne qui a déposé la plainte avec constitution de partie civile. Je pense bien que ça a été le cas. De lui demander de confirmer sa plainte d'abord. Parce que la plainte a été introduite par des avocats. Je pense que c'est ce qu'il a fait. À partir de ce moment, la suite de la procédure, c'est que le doyen, d'abord, doit fixer un montant pour la consignation. Après le paiement de ce montant de la consignation, il transmet le dossier au procureur de la République pour ses réquisitoires. C'est-à-dire pour demander au procureur son avis relativement au déclenchement des poursuites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de poursuite. J'ai entendu beaucoup de personnes parler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'empresse de dire qu'il y a des poursuites pénales qui sont déclenchées relativement à cette affaire-là. À propos de cette histoire, rencontre entre Ousmane Sonko et le doyen des juges, elle ne peut nullement influencer ou impacter sur les travaux de la commission d'enquête parlementaire. Précision de Maître Babacar Diop et Moustapha Diakhaté, responsable APR. Ce dernier estime que le leader de PASTEF veut décrédibiliser l'institution parlementaire. Alassane Ba, Mohamed Dian. C'est une affaire qui continue de défrayer la chronique, le dossier des 94 milliards. Une nouveauté, la rencontre du leader de PASTEF et le doyen des juges. Un dossier de tribunal qualifie Ousmane Sonko, raison d'ignorer la plénière sur les travaux de la commission d'enquête parlementaire. Moi je crois que M. Ousmane Sonko prend les Sénégalais pour les demeurer. Pensez que parce que le juge d'instruction l'a reçu, que cela équivaut à l'annulation du rapport de la commission d'enquête parlementaire. Et par conséquent, à l'absolue nécessité de reporter la plénière, c'est véritablement soit de la malhonnêteté ou bien de l'ignorance. Dans tous les cas, à chaque fois qu'un plaignant porte plainte auprès du juge d'instruction, celui-ci l'entend. Mais même avant d'enclencher la procédure judiciaire, le juge informe le parquet pour recueillir son avis, même si l'avis ne le lit pas. Mieux, le travail de la commission a pris fin depuis le 1er août 2019, date à laquelle le rapport a été déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Pour dire simplement que c'est plus de 2 mois avant la rencontre entre M. Sonko et le doyen du juge que la commission d'enquête parlementaire a fini son travail. Si on doit faire le parallèle avec les dispositions de l'article 48, les dispositions de l'article 48 parlent de déclenchement de poursuite, le règlement intérieur plutôt. Donc, aujourd'hui, si on doit faire le parallèle avec ces dispositions-là, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer ces dispositions-là puisqu'il n'y a pas encore de poursuite. Le doyen des juges n'a pas encore décidé d'ouvrir une information judiciaire. Ancien président du groupe parlementaire, Moustapha Diakhaté précise que la plénière a plusieurs options. Tout est fixé par le règlement intérieur. La plénière peut rejeter le rapport. La plénière peut accepter partiellement ou intégralement le rapport. La plénière peut décider de ne pas publier le rapport, comme elle peut aussi décider de publier partiellement ou totalement
le rapport. Tout ça est prévu par le règlement intérieur, mais compte tenu de l'enjeu de la question, je crois que la plénière doit aller dans le sens de publier l'intégralité du rapport pour permettre à l'opinion publique d'avoir les informations au premier degré. Cette opinion publique peut connaître le contenu du rapport de la commission d'enquête parlementaire de ce jeudi, à la fin des travaux. Rappelons que les députés de l'Assemblée nationale se penchent sur cette affaire en ce moment même à huis clos. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place. Nous restons à l'Assemblée nationale avec les députés qui ont voté à l'unanimité la loi modifiant la loi organique portant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il sera promulgué avant son application. Compte rendu des travaux de ce matin à l'hémicycle signé Habib Faye et Diafaraba. L'Assemblée nationale adopte la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002, une loi qui modifie le règlement intérieur de l'hémicycle. La commission des finances, qui était avant la commission de l'économie générale des finances, du plan, de la coopération, s'occupait à la fois des questions de coopération, des questions de commerce, qui sont essentiellement des questions économiques. Donc nous avons voulu avoir des commissions rationalisées du point de vue de leur champ de compétences pour aller vers plus d'efficacité, notamment dans leur mission de contrôle parlementaire. Votés à l'unanimité par les députés, ces derniers vont désormais avoir les droits de veille sur les actions du gouvernement. Ça va permettre aussi aux commissions de veiller sur l'action gouvernementale, parce que vous savez que maintenant on a le droit de convoquer le gouvernement de venir rendre compte par le biais de ce règlement intérieur. Donc ce changement-là, c'est pour la population. Cette fois-ci, il faudra saluer l'esprit de tous les parlementaires, que ce soit de l'opposition, de la majorité et des non-inscrits. Donc il y a eu une concertation pour changer le règlement intérieur. Le changement du règlement intérieur apporte des innovations majeures. Vous savez, les gens n'expliquent pas. Vous savez, pendant le débat budgétaire, il y avait 3 étapes. La commission technique, la commission des finances et la plénière. Cette proposition de loi va être promulguée par le chef de l'État avant son application. Nous allons attendre la promulgation de la loi. Maintenant que la loi est votée, elle va être transmise au président de la République qui a le pouvoir de promulgation. Et dès que la promulgation est faite, au moment de l'ouverture de la session ordinaire, nous allons procéder justement à l'installation de ces commissions. Cependant, la problématique des non-inscrits va être résolue de même que l'absentéisme à l'hémicycle et le statut des députés. Autre aspect de l'actualité, je voulais annoncer dans les titres de ce 20h la cérémonie de levée du corps du capitaine El Hadji Moussa Thiam. C'était ce matin au camp Lialiop. Beaucoup d'émotions chez les parents, proches, amis venus assister à la cérémonie. Il a été élevé au grade du chevalier de l'ordre national du Lion à titre posthume. Compte rendu signé Cher Diop et Pape Sangone Baye. Le rescapé du crash de l'hélicoptère Mi-35 a finalement succombé. 10 jours après le drame survenu en Centrafrique, le capitaine El Hadji Moussa Thiam a rejoint son équipage. Tombé au champ d'honneur, il y avait beaucoup d'émotions à la levée du corps à l'état-major. Un soldat compétent élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Lion à titre posthume. Pour service rendu à la nation. C'est une très grosse perte pour nous parce que nous perdons quelqu'un de très qualifié, mais nous perdons vraiment un ami. L'armée de l'air, c'est une famille, nous ne sommes pas très nombreux, nous nous connaissons tous et nous avons vraiment des relations très proches. Le défunt capitaine, c'est aussi beaucoup de missions réussies, ce qui lui a valu l'estime de ses supérieurs. Le capitaine El Hadji Moussa Thiam était l'un de nos meilleurs pilotes d'hélicoptères, très expérimenté, commandant de bord sur Mi-35, Mi-17, pratiquement les plus gros hélicoptères dont nous disposons. Et pour atteindre ce niveau de qualification, il faut beaucoup d'expérience. Il a toujours montré beaucoup de professionnalisme. Il a participé à beaucoup d'opérations aériennes, aussi bien en Casamance qu'au niveau de la Centrafrique, dans le cadre de l'ONU. Un homme proche de sa famille, une famille orpheline et inconsolable. Un homme courtois, serviable pour la nation, pour ses parents, qui étaient le soutien de leur famille. Après 13 ans, 2 mois et 5 jours de service actif, le capitaine El Hadji Moussa Thiam est mort sur le champ d'honneur. Sa disparition porte à 4 le nombre de victimes du crash de l'hélicoptère en Centrafrique. Il était marié et père de 2 enfants.
Le capitaine Cham repose désormais au cimetière de Pout. Cher Diop, à présent ce communiqué d'Ethiopian Airlines, la compagnie a présenté ses excuses aux passagers du vol ET908 pour les désagréments. Ethiopian Airlines soutient que la sécurité de ses clients reste une priorité pour la compagnie. L'avion était techniquement en ordre, fait savoir la compagnie qui précise qu'une enquête est ouverte et permettra de déterminer les causes de l'incident. Dakar, Dias, la petite côte des zones sous la menace d'une grave pénurie d'eau à l'horizon 2035-2050. Une précision de la Banque mondiale qui, en collaboration avec le ministre de l'eau, souhaite stopper ce stress hydrique. Jean-Pierre Ndiaye, le directeur de cabinet du ministère de l'eau, en parle au micro de Cher Diop et Pape Sangonembaye. Si rien ne bouge d'ici 2050, le Sénégal risque d'être dans une situation de stress hydrique. Et donc c'est de la responsabilité du ministre de l'eau, n'est-ce pas, de chercher des partenaires bienveillants qu'il a trouvés avec la Banque mondiale pour mener une étude diagnostique, n'est-ce pas, qui va examiner la situation actuelle et proposer les solutions qui devront être mises en œuvre pour que cette perspective relativement sombre ne soit pas une réalité dans les années à venir. Dans le cadre, ce sont des régions qui ont déjà été identifiées dans le PAGIR, le plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Grand Dakar, c'est Dakar, Thiès, Niass et la Petite Côte. Il y a le bassin arachidier. Je pense qu'il y a 7 régions en tout cas qui ont été très clairement identifiées et qui risquent de souffrir d'un manque d'eau si rien n'est fait. La colère noire des blouses blanches du district sanitaire de Guédiawaye. Elle compte déposer en préavis de grève le 20 de ce mois. Le personnel sanitaire réclame la réfection de la maternité, leur rémunération, la présence du chef de district toujours aux abonnés absents selon les manifestants. Leur sit-in prévu dans le centre de santé s'est finalement tenu dans une maison à cause de la police. Diawar Diagne, le secrétaire général sous-section Sud-Sas Guédiawaye, en parle au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Novembre 2019 au 11 février 2020, pour la prise en charge globale des problèmes qui gangrènent le district sanitaire de Guédiawaye, pour offrir aux populations de Wakinan les meilleurs soins possibles. L'objet de ce préavis est l'arrêt immédiat des menaces à l'endroit des prestataires, la fermeture de la maternité jusqu'à réfection totale du bâtiment, la prise en charge médicale totale des victimes avec un suivi psychologique, l'aménagement d'un local adapté afin de poursuivre le service public, la régularisation du personnel communautaire ayant fait l'objet d'une demande d'explication, l'affectation d'un médecin-chef de district dans les meilleurs délais, la nomination d'un superviseur des soins de santé dans les meilleurs délais, le paiement régulier et à temps de la motivation du personnel socio-sanitaire, conformément à l'arrêté de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, l'arrêt immédiat de la mensualité de la motivation des membres du comité de développement sanitaire, la suspension de l'aide au logement allouée aux médecins. Nous parlons à présent des cas de suicide qui sont très nombreux au Sénégal. L'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport, a relevé que 915 personnes se tuent chaque année dans notre pays. Un phénomène qui inquiète du côté de Saint-Louis et certains psychiatres, comme vous allez le voir dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Au Sénégal, les cas de suicide sont devenus fréquents. Dans le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, notre pays enregistre chaque année 915 cas de suicide. À Saint-Louis, les populations alertent et condamnent ces actes. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la foi envers Dieu. Il y a ensuite les difficultés de la société qui poussent certaines personnes à se suicider. Donc il va falloir que les gens reviennent sur les valeurs qu'on nous reconnaisse en tant que Sénégalais, en tant que nation. Il fut des moments où on restait presque une décennie, voire même plusieurs décennies pour entendre des cas de suicide. Mais maintenant, c'est devenu un phénomène banal. Les causes du suicide sont très nombreuses. Pour le psychiatre, Dr Fatou Mataba, de l'hôpital régional de Saint-Louis et enseignante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les troubles mentaux et les troubles neurologiques sont les facteurs de risque. Les causes les plus fréquemment rencontrées sont d'abord la pathologie dépressive, ensuite toutes les situations de stress post-traumatique, par exemple chez des sujets qui ont été victimes de viols, de harcèlement sexuel, etc. Mais également la toxicomanie sous toutes ses formes
et les pathologies délirantes, que ce soit la schizophrénie ou d'autres formes de pathologies délirantes. À Saint-Louis, les populations ont aussi dénoncé ce comportement banni par toutes les religions. Quand les gens parlent de l'éducation, parce que le suicide, il n'y a pas une religion qui l'accepte. Donc quand les gens vont jusqu'à se suicider, ça veut dire que on est confronté à un problème de valeur. Il faut donc que les gens puissent voir les psychologues ou bien aller voir les spécialistes pour éviter ces cas-là. Le suicide existe aujourd'hui dans tous les pays du monde. Notre pays occupe la 129e place avec ses 915 cas enregistrés chaque année. Un phénomène qui mérite réflexion. Et puis la journée mondiale des jeunes filles célébrée aujourd'hui au Sénégal, elle rencontre pas mal de difficultés et ces filles réclament éducation, santé, protection, car étant la cible privilégiée de violeurs. Les propos de Marie Sabara, responsable d'UNIFEM, recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Faire le lancement, une cérémonie officielle de plaidoyer avec toutes les filles du Sénégal pour faire passer leur voix, faire passer leur message, pour qu'on puisse les prendre en compte dans les politiques publiques. Parce que les femmes, ce n'est pas des enfants, les jeunes filles, elles ne sont pas des enfants, parce que souvent on les catégorise auprès des enfants. Elles ne sont pas aussi des adultes, mais c'est une frange de la population où on doit avoir une attention particulière et réelle pour une meilleure prise en charge de leurs besoins. Et j'avoue que les besoins, il y en a. Il y a des urgences en termes de leur protection, il faut les protéger. Il faut permettre aux filles d'accéder à l'éducation, permettre aux filles d'accéder à la santé, permettre aux filles aussi d'accéder à la formation professionnelle et permettre aux filles aussi d'accéder à certaines ressources. Donc les filles aussi, c'est une énergie, c'est une force. Et comme on dit par rapport dans le dividende démographique, nous avons une force, une énergie qui est là et qu'il faut qu'on arrive à capter et à utiliser pour que, je ne vais même pas dire utiliser, à leur donner leur chance pour participer au développement du Sénégal. Toujours sur le front social, le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales dénonce les lenteurs dans l'effectivité de la fonction publique locale. Des travailleurs des collectivités locales qui sont restés plusieurs mois sans salaire. C'est inadmissible selon Amadou Diassé qui a demandé à l'État de valider au bon usage de l'argent de la contribution économique locale destinée aux collectivités territoriales de travailler à rendre effective cette fonction publique locale. Il en parle au micro d'Ibrahima Diamé. Il se trouve que dans certaines communes, il y a des gens qui sont restés depuis 4 mois sans percevoir de salaire. Et ça, c'est douloureux. Et je ne crois pas que c'est juste au niveau des communes. Allez dans le département de Mbaké, allez dans le département de Louga, allez dans le département de Kédougou, allez dans le département de Tambacounda, vous verrez des gens qui sont 4 à 5 mois sans recevoir de salaire. C'est cet état de fait-là que l'État du Sénégal a compris et a mis à la disposition des communes cet argent-là. Cet argent-là, c'est la raison pour laquelle j'attire l'attention de l'État et du gouvernement que ce fonds-là soit encadré pour que ces gens-là puissent rentrer dans le droit. Rentrer dans le droit, c'est quoi? C'est percevoir leur salaire à temps, verser les cotisations à l'IPRES et à la Caisse sociale, régulariser les conditions des chauffeurs qui ont des salaires différents des uns des autres, et j'en passe. On alerte l'État pour qu'il encadre ces fonds-là, pour qu'avant toute autre dépense, que les agents soient encadrés, que les agents soient sécurisés d'abord. Sécuriser c'est quoi? C'est mettre leur salaire. L'autre aspect, c'est l'effectivité de la fonction publique locale. Tant que la fonction publique locale n'est pas effective, les gens des collectivités territoriales auront toujours des problèmes. À Fatick, près de 120 élèves gradés de la gendarmerie sensibilisés sur les droits humains. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté a initié cette semaine une série de formations dans ce sens et l'ONLPL invite ses forces de l'ordre au respect des droits des citoyens en conflit avec la loi. Leurs droits sont souvent bafoués. Les explications de Josette Marceline Lopez-Gaye, la présidente, au micro de Aminata Goudiaby et Fali Gaye. La session de cette semaine entre dans le même programme de formation des agents d'exécution des lois. Ainsi, l'ONLPL revient à l'école de gendarmerie de Fatick après une première session tenue en 2018, avec cette fois-ci une cible privilégiée, car nous aurons affaire non plus à des élèves gendarmes, mais à des élèves, mais à des sous-officiers de la gendarmerie qui occuperont à leur sortie
des postes de commandement et seront appelés à prendre en toute autorité des décisions de privation de liberté qui peuvent parfois, dans leur exécution, porter atteinte aux droits humains. C'est l'occasion pour les observateurs de rappeler aux responsables et aux agents leur devoir de veiller au respect des droits des personnes privées de liberté et de les inviter à être professionnels dans les actes qu'ils posent. Je demeure convaincue que c'est seulement par le biais de la formation, voire de la sensibilisation, que nous pourrons acquérir la culture des droits humains et ainsi ériger des remparts contre toute atteinte à la dignité humaine, à l'intégrité physique ou aux autres droits de la personne humaine. Nous reparlons du Grand Magal de Touba. C'est maintenant devenu à la mode à l'approche de l'événement. Les artistes en profitent pour sortir des singles. Sorna Adazikrula, elle en a profité pour effectuer son grand retour sur scène. Et chez les Baïfal, on est en plein dedans dans la célébration. Reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Magal Touba approche, les albums sortent. Sokhna Ada fait son comeback. Je prépare le Magal de Touba, c'est la raison de la sortie de l'album. C'est grâce à Serigne Touba et Cheikh Ibrahima Fall. Les Zikroula, elle en chante depuis sa tendre enfance. C'est vrai que nous sommes des Yaïfal et disciples de Cheikh Ndigal. Le Zikroula, tout le monde sait que c'est notre fort. Chacune d'entre nous a son propre métier. N'empêche, nous continuons à chanter. Pour cette année, le Safar a l'honneur. Avec le Safar, nous remercions Cheikh Ahmadou Bamba et nous distribuons des nourritures. Prions pour la paix. C'est l'œuvre de Cheikh Ibrahima Fall et nous avons opté de rester dans le mouridisme et d'obéir à notre marabout Cheikh Ndigal. Elle décide de clore le Safar chez son marabout à 3 jours du Grand Magal. Nous attendons le Ndigal recommandation de notre marabout pour rallier Touba. C'est à l'héliport que le Grand Safar sera célébré. Chanter pour Sokhna Ada est une vocation première. Le Magal Touba, considéré comme l'un des plus grands événements religieux du Sénégal, est un temps fort de l'action de grâce pour les fidèles mourides. L'actualité internationale à présent avec en France le Conseil constitutionnel qui désapprouve la volonté du gouvernement Macron qui avait décidé d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants africains qui désirent poursuivre leurs études supérieures dans les universités publiques françaises. Le président fondateur du groupe CCI Afrique et de Campus Conseil international salue cette décision sage et qui rend l'accès à la formation dans les universités françaises en droit universel. Et puis le prix Nobel de la paix 2019 décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. L'homme a mis fin à 2 décennies de guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, un conflit qui a fait près de 60 000 morts. Maïmouna Ndiaye. Dès son arrivée au pouvoir en 2018, il a multiplié ses actions en faveur de l'ancienne province éthiopienne. Des efforts qui lui ont valu cette distinction, prix Nobel de la paix édition 2019. Abiy Ahmed succède ainsi à Yezidi Nadja Mourad et au gynécologue congolais Denis Mukwege. Le premier ministre éthiopien est celui qui a mis fin à 2 décennies de guerre avec l'Érythrée, une guerre qui avait fait plus de 60 000 morts, l'on se rappelle de sa déclaration publique du 9 juillet 2019. Le Gorbatchev éthiopien avait invité son peuple au dialogue. La solution au conflit territorial, il n'avait pas de crainte. Il était convaincu que c'était lui l'issue heureuse. Il est également le médiateur entre musulmans et chrétiens dans sa région communément appelée Oromia. Abiy s'était aussi engagé à pacifier le processus politique. Il a instauré le dialogue avec de nombreux groupes d'opposition armés éthiopiens.
Le 16 octobre 2018, pour la première fois, Abiy Mohamed réduit d'un tiers la taille du gouvernement, une équipe qui compte désormais autant de femmes que d'hommes. Avec ce prix, l'espoir est permis, un nouveau élan qui va passer forcément par la signature d'accords commerciaux entre l'Éthiopie et les autres pays frontaliers. Merci à vous, Maïmouna Ndiaye. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information sera à 0h avec le tout en images. Mais restez scotchés avec Aram Touré pour la suite de Soir d'Info. À vous l'antenne, Aram.